On attend encore 1 ou 2 minutes et on démarre, histoire de prendre les retardataires avec nous. L'enregistrement, tu peux. Souci. Si on t'a dit de base. Salut Myriam, vaut mieux ça que de rater le début. Bonjour. Agroécologie dans les situations différentes. Université Belfort, non, c'est le sujet que c'est obligé de savoir, chaîne seule, IRDC, trop bon. Bon, bah, si vous êtes tous prêts, on va pouvoir commencer. Donc. Très bien. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Laurie Den, je suis actuellement embauchée au sein de l'INRAE de Castanet-Tolosan, dans la région toulousaine, sur un tout autre projet, donc pas celui que je vais vous présenter aujourd'hui, parce que ce projet-là vient à peine de commencer. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon sujet de thèse, donc thèse que j'ai réalisée au sein de l'INRAE de Dijon, l'EMR Agroécologie, donc avec plusieurs partenaires, comme vous pouvez le voir au-dessus. Donc, du coup, c'est une thèse qui est encadrée. Oui, Laurie, pardon. je peux t'interrompre. Est-ce que tu peux te mettre en plein écran? Ah, c'est pas en plein écran? C'est pas en présentation, en fait. D'accord. Comme ça, c'est mieux? Oui, parfait. Merci. Parfait. Du coup, c'est une thèse qui est encadrée par Nicolas Chemindelin, Christophe Lang et Nicolas Marillot. Donc, qui avait pour objectif de créer un système multi-agent pour simuler les dynamiques de la biomasse microbienne des sols en fonction des pratiques agricoles à l'échelle d'un paysage. Donc, le titre est un peu long, c'est pour ça que je vais un peu découper chacune des parties. Donc, tout d'abord, nous allons parler de micro-organismes du sol. Par micro-organismes, nous entendons donc les bactéries, les champignons et les archées, qui sont à la fois divers, nombreux et variés au sein des sols. Donc, en effet, on retrouve jusqu'à 1 milliard d'organismes, micro-organismes dans les sols et répartis en presque 1 million d'espèces différentes. Donc, ces micro-organismes vont assurer des fonctions et des services pour l'écosystème, notamment en termes de stabilité structurelle du sol, recyclage de la qualité de l'eau, régulation du climat, recyclage de nutriments et ce qui va nous intéresser également, la croissance et la santé des plantes. Nous partons d'un postulat qu'une forte richesse et une forte abondance de ces micro-organismes au sein des sols va pouvoir assurer une diversité et une stabilité des services écosystémiques et donc ainsi assurer un usage durable des sols. Donc, c'est pour ça que si on fait un raccourci, en fait, les micro-organismes sont considérés comme étant de bons bioindicateurs de la qualité des sols. Et ils ont été étudiés à différentes échelles géographiques. Donc ici, vous voyez à l'échelle mondiale, continentale, nationale et même paysagère. Et donc, l'ensemble de ces études arrivent plus ou moins à la même conclusion, c'est-à-dire qu'on a une distribution spatiale de la biomasse microbienne des sols comme la richesse bactérienne qui est hétérogène et structurée, organisée, c'est-à-dire qu'on a des endroits avec plus de biomasse microbienne, des endroits avec moins de biomasse microbienne et ça forme des patchs au sein de l'échelle spatiale. Également, ce que nous ont permis de montrer ces études sur la biomasse microbienne, c'est que celle-ci dépend de filtres environnementaux, notamment des paramètres physico-chimiques des sols, notamment le pH, la texture des sols, le taux en matière organique, le carbone, l'azote, des éléments géographiques comme l'altitude, la latitude, l'usage des sols, l'opposition entre forêt, grande culture, prairies, les pratiques agricoles et également le climat. Donc, généralement, on applique une modélisation analytique qui est souvent statique, c'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement de suivi dans le temps, c'est vraiment une fois.
Et pourtant, on a des éléments qui peuvent évoluer au cours du temps. C'est notamment le cas de l'usage des sols, des pratiques agricoles et du climat. Nous avons décidé de travailler à l'échelle du paysage. Pourquoi? Parce qu'à cette échelle, on a de faibles variations de la physico-chimie des sols. On peut avoir des pratiques agricoles qui sont relativement variées et c'est une échelle décisionnelle pour les agriculteurs, notamment qui ont généralement plusieurs parcelles à cette échelle. On a déjà des études qui ont été réalisées à l'échelle du paysage. Cependant, on a peu d'études qui effectuent des relevés temporels et on a rarement de la quantification de l'impact des activités humaines sur la qualité des sols. Du coup, ce qui nous emmène à notre problématique, comment simuler la dynamique de la biomasse microbienne des sols en fonction des pratiques agricoles au cours du temps. Donc, pour cela, nous avons étudié une zone, qui est la zone atelier de Fenay, qui est située en Bourgogne et qui fait environ 13 km². Elle est constituée de 70% de parcelles agricoles environ, et également donc le reste, les 30%, c'est majoritairement de la forêt et des zones urbaines. Les pratiques agricoles sur ces parcelles agricoles sont connues en détail depuis 2004. Et donc ici, sur cette map, vous avez divers points blancs. Donc en fait, ils symbolisent les points d'échantillonnage qui ont été échantillonnés à 3 dates en septembre 2011, septembre 2016 et septembre 2019. Et lors de ces dates, on a fait des analyses physico-chimiques des sols, notamment en termes de pH, de texture, de teneur en carbone, en azote. Également des mesures de biomasse microbienne et de richesse prokaryotique, donc richesse bactérienne et archée. Et le climat est connu. On a en fait une station, donc la station de Bretonnière, qui est située juste à côté de cette zone, enfin dans cette zone. En fait. On a donc un système réel complexe et on avait un souhait donc, au début de la thèse de pouvoir partager ces connaissances, les connaissances acquises précédemment et au cours de ce projet. C'est pour ça que nous avons mis en place un système multi-agent modélisé grâce au logiciel Gamma Platform. Tout d'abord, je vous présente un petit peu l'évolution de cette zone atelier en termes de pratiques agricoles. Donc, ici, vous avez la carte du travail du sol, avec donc plus en marron foncé le labour, donc un travail profond avec un retournement des sols. En marron un peu plus orangé, on a un décompactage, c'est-à-dire du travail profond, mais sans retournement. En vert clair, on a un travail intermédiaire, voire un travail superficiel, donc c'est vraiment peu profond. Et en vert foncé, donc on n'a pas de travail, donc un semi-direct. Ce que l'on observe entre 2011, 2016 et 2019, c'est une tendance à la réduction du travail du sol au cours du temps, avec une carte du cours 2019 qui est pratiquement entièrement verte. Par ailleurs, au niveau des cultures, donc on est sur une zone où la rotation est assez basique, c'est-à-dire du colza blé orge, donc plutôt céréalière avec l'insertion de brassicacées. Donc, on voit tout simplement qu'au niveau spatial, on a quand même des parcelles qui changent un petit peu de rotation. Enfin, on n'a pas toujours systématiquement du blé sur les parcelles, par exemple. Et également, on a une tendance, donc, une augmentation de la présence de cultures de printemps et des cultures appelées autres, c'est-à-dire des prairies ou du miscanthus, du cassis, de la jachère. Donc voilà, une petite augmentation, notamment en 2019. En parallèle à la réduction du travail du sol, on a aussi l'usage de pesticides. Donc ici, avec l'IFT, donc c'est les intrants, en fait, c'est l'indice de fréquence de traitement. On voit donc entre 2011 et 2019 une évolution, une tendance à l'augmentation en fait de ces traitements pesticides. Mais ce qu'on observe également, donc si on se focalise sur la dernière carte en 2019, c'est qu'on a une hétérogénéité spatiale, c'est-à-dire qu'il y a des parcelles qui ne sont absolument pas traitées ou plus traitées, alors que d'autres ont une très très forte augmentation de pesticides.
En ce qui concerne la biomasse microbienne des sols, donc on a cette évolution spatiale, donc on a une distribution spatiale qui est vraiment très stable au cours du temps. Par contre, on observe des variabilités locales, et ces variabilités locales sont principalement présentes en parcelles agricoles. Donc, on peut en conclure que ces variabilités sont liées aux pratiques agricoles. Donc, le but de notre modèle, notre simulation multi-agent, c'est de prédire les dynamiques de la biomasse microbienne des sols en fonction des pratiques agricoles. Donc, on va avoir un environnement qui est le paysage de Feney, au sein duquel vont évoluer du coup des agriculteurs qui possèdent en fait différentes parcelles qui sont subdivisées en des entités plus fines à une résolution de 30 mètres que l'on a appelées microcelles. Et c'est ces microcelles qui vont contenir l'information par rapport aux micro-organismes. Sachant que ces agents sont liés, c'est-à-dire que les agriculteurs vont pouvoir adopter des pratiques agricoles qui vont venir impacter les parcelles, mais également les microcelles et donc les micro-organismes. Par ailleurs, on a des agents plantes qui sont en étroit lien avec le climat. Et en fait, ces plantes vont réguler le stockage en eau disponible. Autrement dit, on va avoir un stress hydrique qui va pouvoir s'opérer donc à la fois pour les plantes, mais également pour les micro-organismes du sol. Par ailleurs, nous avons adopté donc un couplage d'approches avec, donc, sur la base de ces données expérimentales sur la zone atelier de Feney, mais également nous nous sommes servis de concepts écologiques et de modèles mathématiques, ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc, par rapport à la biomasse microbienne, on a en gros, c'est une biomasse qui bouge vraiment tous les jours, c'est-à-dire que les micro-organismes ont un cycle de vie vraiment très court. C'est-à-dire qu'ils se reproduisent très vite, ils meurent très vite. Du coup, on a voulu avoir vraiment cette dynamique. Donc, on est parti de la bibliographie qui indique que globalement, les micro-organismes ont une croissance logistique. Donc, ici, vous avez la formule de la croissance logistique avec deux paramètres qui sont importants. Les paramètres A, le taux de croissance, et K, la capacité d'accueil. C'est-à-dire qu'on part d'une valeur initiale de la biomasse et cette biomasse va croître jusqu'à cette capacité d'accueil K. Donc, cela en condition sans pratique agricole. Maintenant, si on ajoute ces pratiques agricoles, donc là, en l'occurrence, une intervention de travail du sol, on va avoir donc un impact avec une valeur de biomasse après l'impact et une évolution, donc un impact qui va durer le temps d'un temps T, qui reste à déterminer. Une fois ce temps T passé, on a à nouveau une croissance qui suit donc un taux de croissance A et capacité d'accueil K. Cependant, l'itinéraire technique, en fait, c'est une succession de pratiques agricoles au cours du temps. Du coup, on peut avoir à nouveau une intervention, ici en l'occurrence une fertilisation, qui va avoir pour effet donc à nouveau un impact sur la biomasse microbienne. Et comme vous le voyez, là, dans le cas de cette pratique, pour le coup, on a dépassé la capacité d'accueil du milieu. Une fois cet impact passé, donc ce temps T passé, on repart sur une croissance logistique de paramètres A et K. À nouveau, une pratique agricole qui va à nouveau modifier notre biomasse microbienne et ainsi de suite. Une fois qu'on a déterminé donc, du coup, cette croissance, il nous faut également déterminer comment on évalue cet impact de chacune de nos pratiques agricoles. Pour cela, j'ai réalisé des arbres de décision donc avec une méthode RPART, méthode carte, sur la base de 70% du jeu de données, donc qui est consacré à l'entraînement du modèle. Ici, vous avez un exemple sur l'arbre apport nutritif, donc en gros les engrais en azote, phosphore, potassium. Ici, après la gage de l'arbre, on a uniquement le phosphore qui est retenu avec deux groupes distincts. Un groupe donc en bleu avec une forte fertilisation, c'est bien ça. Et un groupe en orange avec une faible fertilisation en phosphate.
ce qui nous donne du coup une distribution juste en dessous dans chacun des groupes qui ont été formés, distribution de la biomasse. Et donc, cette distribution va être implémentée dans Gamma sous un format de condition if-else. Donc, cela pour l'ensemble des pratiques agricoles. Il nous restait également à calibrer donc, les paramètres A et K de la croissance logistique de notre biomasse. Du coup, ici, il s'agit donc de résoudre une équation à deux paramètres inconnus, A et K, et pour cela, nous nous sommes servis d'une méthode de génétique, donc la Genetic Batch Experiment. Uniquement dans des conditions sans impact de pratique agricole, nous avons lancé donc 100 000 itérations, où le but était de retrouver donc, les paramètres A et K, et la discrimination était basée sur la limitation de la valeur de RMSE, la root mean square error, c'est-à-dire que nous avons des données mesurées et donc des données simulées. Et il fallait donc limiter l'erreur associée entre simulé et observé. Donc là, ce que l'on voit, c'est qu'on n'a pas, donc plusieurs combinaisons de A et K ont été essayées, enfin on a essayé plusieurs combinaisons, et toutes les combinaisons ne mènent pas forcément à une solution. Donc, seules les combinaisons colorées mènent à une solution. Et donc, la RMSE minimisée, donc les plus faibles RMSE sont en vert. C'est-à-dire que les meilleures combinaisons de A et K sont en réalité des taux de croissance faibles et des capacités d'accueil faibles. Donc, nous nous sommes basés sur 8 couples de paramètres taux de croissance A et capacité d'accueil K, avec 16 possibilités de valeurs de T, donc T qui est le temps de réponse aux pratiques agricoles. Et donc, nous avons effectué 30 réplicas de chaque, avec ce qui a mené du coup à 3840 simulations. Donc, ici, vous avez les résultats, donc sous forme de box plot, avec deux couleurs possibles, étant donné qu'on a 3 campagnes d'échantillonnage, la première qui servait à l'initialisation du modèle, et les deux autres qui nous ont donc permis de voir si cette dynamique temporelle était bien prise en compte ou pas. Donc, en bleu, on a les simulations, la RMSE en 2019, et en rose-rouge, on a les résultats de simulation de RMSE en 2016. Donc, le but était de minimiser la RMSE pour chacun des paramètres. Donc, ce que l'on observe ici, c'est que pour le taux de croissance, le premier jeu de box plot, une faible taux de croissance permet donc environ à 2,34 10 puissance moins 3 microgrammes par gramme de sol, permet de minimiser la RMSE. Pour les deux autres paramètres, c'est un petit peu plus compliqué dans le sens où pour la capacité d'accueil, à la fois des faibles capacités d'accueil ou des fortes capacités d'accueil vont nous permettre de minimiser la RMSE. Donc, le choix était un petit peu plus compliqué. Et pour le temps d'impact, on observe donc après, au-delà de 28 jours, on a une augmentation de la variabilité de la RMSE. Donc, nous avons restreint notre jeu de simulation. Donc, nous avons effectué un raffinement pour les paramètres K et T, avec 21 possibilités de valeurs de capacité d'accueil et 10 possibilités de valeurs de T, donc le temps d'impact, avec ce coup-ci 25 réplicas, parce qu'au préalable, nous avons effectué un test sur la base des réplicas. Et donc, ça nous a conduit à 5225 simulations supplémentaires pour pouvoir estimer la capacité d'accueil et le temps d'impact, enfin calibrer la capacité d'accueil et le temps d'impact. Donc, même principe, deux couleurs, 2 années, donc deux résultats de RMSE, avec un taux de croissance fixe. Donc, ce coup-ci, la capacité d'accueil, pour minimiser la RMSE, une capacité d'accueil à 60 microgrammes par gramme de sol par jour paraît convenable. Et au niveau du temps d'impact, nous avons sélectionné du coup 30 jours de temps d'impact. Donc voilà les paramètres calibrés du modèle. Une fois les paramètres calibrés, nous avons évalué du coup les capacités de notre modèle sur le jeu d'évaluation. Donc les fameux 30% restants de notre jeu de données survenaient.
Nous avons donc mis un seuil de validation à 30%, puisqu'on a déjà 20% d'erreurs dans la mesure de la biomasse, et on a également des erreurs liées aux sous-modèles qui sont compris dans le modèle de biomasse. Donc, avec ce seuil, on a 50% des valeurs qui sont bien prédites en 2016 et 66% des valeurs qui sont bien prédites en 2019. Donc, le premier nuage de points, c'est les valeurs en 2016 et le deuxième en valeurs en 2019. Et donc, les valeurs qui sont mal prédites sont liées en fait à trop d'écart entre les deux mesures, sachant que souvent, on a une augmentation de 50% de la biomasse ou au contraire une diminution de 50% de la biomasse. Donc, c'était un petit peu compliqué avec une croissance très faible de pouvoir moduler ça. Donc, éventuellement, nous avons pensé que les paramètres que nous avons calibrés, le fait qu'ils soient non variables au cours du temps, pouvait éventuellement avoir conduit à ces résultats. Par ailleurs, nous avons mis en place des ateliers participatifs. Donc, dont le but était pour les participants de tester, évaluer, partager leur expérience et imaginer de nouveaux itinéraires techniques pour justement chercher à améliorer ou au moins stabiliser la qualité de leur sol. Pour nous, ça servait également à vérifier donc, la prise en main d'une interface graphique que l'on a développée justement pour tendre vers un outil d'aide à la décision. Explorer donc les résultats du modèle avec des nouveaux itinéraires techniques autres que ceux qui ont servi à la réalisation du modèle, partager avec les acteurs du monde agricole et améliorer le modèle à dire d'experts. Pour cela, donc, nous avons un simulateur avec plusieurs modèles, notamment le modèle interface qui donc, a servi à faire l'interface graphique. Et donc, au cours de ces ateliers, on l'a réalisé un peu sous format jeu sérieux, c'est-à-dire qu'on avait plusieurs joueurs sur une même map et donc qui renseignaient une interface graphique pour, en gros, renseigner les pratiques agricoles qu'ils souhaitaient mettre en place sur les parcelles dont ils avaient la gestion pour une année donnée. Et ensuite, donc cela communiquait avec un serveur au sein duquel se trouvaient donc plusieurs modèles, y compris le modèle donc, que nous avons développé, le modèle Masumik que je viens de vous présenter précédemment. Donc avec un aspect donc, map pour voir comment évoluer la biomasse microbienne des sols au cours du temps en fonction des pratiques agricoles. Donc, on a un déroulement avec des ateliers, donc un format de 3 heures avec au début une introduction, puis la prise en main de la fameuse interface graphique, des tours de jeu où en fait, donc, comme je vous disais, les utilisateurs, les joueurs renseignent leur pratique agricole pour une année donnée. Une fois que tout le monde a renseigné les pratiques agricoles, les participants se rassemblaient autour d'une table pour voir du coup la simulation de la biomasse microbienne en fonction des pratiques agricoles et ainsi débriefer. Donc, plusieurs tours de jeu ont été effectués avec une évolution du scénario au bout du 3e tour de jeu avec une implantation de mauvaises herbes et donc à la toute fin de l'atelier, un débriefing. Donc voilà les photos des différents ateliers qui ont été menés. Donc avec, comme je vous le disais, la partie post-individuelle où donc chacun des joueurs renseignaient leurs pratiques sur un ordinateur, donc avec le modèle interface, et ensuite le rassemblement autour de la table avec une projection donc, à l'horizontale de la simulation. Donc 2 phases avec la partie individuelle. Ici, vous avez le renseignement des pratiques agricoles sur l'interface graphique. Donc un exemple avec ici 3 parcelles à gérer, un calendrier, des petites icônes, donc des boutons sur lesquels on pouvait cliquer pour mettre en place une pratique agricole. Et la partie collective avec donc plusieurs, donc ici 2 maps. La map en haut à droite qui permet de visualiser les pratiques agricoles, la map juste en dessous qui permet de visualiser l'évolution de la biomasse microbienne, c'est-à-dire si elle augmente ou si elle diminue ou si elle reste stable. Et enfin, l'évolution de la biomasse microbienne au cours du temps pour chacune des exploitations. Donc ici, en l'occurrence, 4 joueurs qui avaient chacun 3 parcelles à gérer. En conclusion, donc, on a un modèle qui est capable de simuler la biomasse microbienne des sols en fonction des pratiques agricoles.
On a adopté donc une méthode qui est assez originale avec un système multi-agent basé sur des données expérimentales, mais aussi complété avec des concepts écologiques et qui mobilise des modèles déjà existants. Mais cependant, des améliorations sont à prévoir pour pouvoir augmenter les capacités prédictives du modèle, notamment, donc, comme je le disais tout à l'heure, revoir peut-être la calibration des paramètres de croissance de la biomasse microbienne avec peut-être cet aspect des paramètres stables tout au long de la simulation, alors qu'éventuellement, telle ou telle pratique pouvait changer la capacité d'accueil ou changer le taux de croissance des micro-organismes. Également, on a donc ces aspects arbres de décision qui permettent en réalité d'avoir des modules au sein de notre simulateur. Et donc ici, on avait très peu de matière organique et d'interculture dans le jeu de données que l'on avait. Donc l'idée, ce serait éventuellement d'intégrer de nouveaux modules, notamment ces aspects matière organique et interculture à notre simulateur pour pouvoir avoir un nouveau panel de pratiques agricoles. Merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Eh bien, merci beaucoup. Alors, j'ai pas vu qui était le premier à poser une question. Franck qui lève la main. Franck en premier. Parce que Myriam, elle fait juste applaudir. Ah, bravo, effectivement. Franck, tu peux parler. Oui. Tu peux débuter. Oui, merci Laurie pour la présentation, je trouve ça très intéressant. Alors moi, je suis particulièrement intéressé par la partie jeu sérieux autour du modèle. Et je me posais la question dans votre jeu, du coup, est-ce que vous jouiez sur un territoire qui était virtuel ou sur le vrai territoire? Et d'autre part, est-ce qu'il y avait des objectifs qui étaient donnés aux joueurs ou est-ce que finalement, c'était plutôt reproduire les pratiques qu'eux, ils avaient, parce que c'était les vrais agriculteurs, c'est ça les joueurs? Oui, alors du coup, on ne pouvait pas, en fait, c'est un petit peu compliqué de reprendre en fait les données réelles des agriculteurs. Donc, ce que nous avons fait, c'est nous sommes basés donc, sur notre zone d'étude de Fenay. Et plutôt que de prendre l'ensemble de la zone, qui est quand même assez conséquente, nous avons pris qu'une partie de la zone, donc c'est la partie en bas à gauche de notre zone, donc au sud-ouest au final, pour pouvoir mettre en place. Donc, on a vraiment repris ces paramètres, donc les paramètres physico-chimiques, le fait que ce soit des sols relativement profonds, etc. Donc ça, en fait, ce qu'on ne voit pas dans l'interface que la petite vidéo que j'ai montrée de l'interface, c'est qu'en réalité, en bas de l'écran, à chaque fois qu'on cliquait sur la parcelle, on avait des informations supplémentaires sur le fait que ce soit un sol superficiel ou pas, la culture précédente, s'il y avait beaucoup de risques au niveau des adventices, etc. Donc là, ça ne s'affiche pas parce qu'en fait, je l'ai fait en dehors de l'atelier participatif à proprement parler. Donc, voilà, c'est un parcellaire qui existe, mais en effet, ça ne correspond pas nécessairement à ce que les agriculteurs avaient, eux, en leur possession en termes de parcellaire. Ensuite, ils avaient vraiment le choix sur les pratiques agricoles et les objectifs. Donc, on avait justement, c'est quelque chose qui nous a été un petit peu reproché, c'est qu'on n'avait pas... C'était vraiment très, très libre. Et en gros, l'objectif, c'était vraiment soit de maintenir la qualité de leur sol, soit d'améliorer la qualité de leur sol. Après, ils avaient le libre choix, en gros, de leur pratique. Et donc, le petit ajout de la mauvaise herbe qu'on a ajouté, donc l'évolution de scénario à partir du 3e tour, c'était aussi pour les amener à réfléchir sur quel levier il faut adopter, tout en essayant de garder donc cet objectif de maintenir ou d'améliorer la qualité de leur sol. Merci. Alors, on peut laisser la parole à Myriam. Oui, du coup, c'est une question sur le même style par rapport à
à la partie jeu sérieux, il y a un truc que j'ai pas capté. Est-ce que du coup, sur leurs écrans, dans les postes individuels, ils ont des visions différentes chacun? Oui, alors en fait, donc la petite animation que j'ai proposée, c'était donc les parcelles du joueur B, mais en fait, chacun avait des parcelles, donc tous sur la même zone, mais chacun avait 3 parcelles différentes au sein de la même zone. Donc c'était vraiment une gestion, il y avait la gestion individuelle et la gestion collective, c'est-à-dire que justement, ça ajoutait un autre objectif, en fait, vu que la mauvaise herbe, en fait, se diffusait aux parcelles à côté, donc celui qui ne gérait pas, en fait, la mauvaise herbe, euh, impactait ses voisins. Donc, dans la phase collective, en fait, on avait ce débriefing donc, de qui a fait quoi, est-ce que ça a amélioré, détérioré la biomasse, etc. Mais on avait aussi cet aspect, oh, tu n'as pas géré la parcelle, la mauvaise herbe, du coup, ça vient chez moi, donc c'est pas bien, il faudrait que tu fasses quelque chose. Donc voilà, on avait vraiment cet aspect collectif. Ok. Question. C'est bon, oui. Petite question. Alors, c'est un peu des doubles questions. J'ai plusieurs questions en une, hein, mais comme ça tu répondras. Alors, c'est toujours sur l'aspect plutôt participatif, parce que sur l'aspect vraiment agricole, je ne suis pas assez compétent pour poser des questions. Mais une première question que j'avais, c'est est-ce que c'est important que ce soit réaliste ou pas? Est-ce que pour les agriculteurs qui vont jouer, est-ce que pour eux, c'est vraiment important que, par exemple, tu as parlé de dire, oui, voilà, mon modèle n'est pas bien calibré, il y a encore mieux la calibration, mais est-ce que pour eux, ils ont vu qu'il y avait par exemple des soucis, ça les a gênés pour jouer au jeu, ou est-ce qu'au contraire, voilà, ils sont pris au jeu, ils ne sont pas regardé les détails, savoir si c'était hyper réaliste ou un peu moins? C'est une première question. Alors, en fait, il y a eu 2 ateliers participatifs. Le premier qui était plus avec des agriculteurs, des conseillers, et le second qui était plus avec des étudiants et des chercheurs. Du coup, c'est vrai que pour le premier, en fait, le fait que le modèle ne soit pas hyper stabilisé, ça n'a pas nécessairement posé problème. Par contre, dans la partie, donc dans l'atelier avec les chercheurs, là, on a soulevé des problèmes, notamment des choses qu'on a réglées d'ailleurs entre-temps, notamment le déficit hydrique qui prenait le pas en fait sur les pratiques agricoles et qui vraiment impactait beaucoup la biomasse microbienne des sols et qui, selon les études qui avaient été réalisées dans l'équipe, ne convenaient pas en fait. Donc là, il y a eu des modifications. Mais c'est vrai que ensuite, l'idée vraiment pour les agriculteurs, c'était uniquement de voir si leurs pratiques amélioraient ou détérioraient la qualité des sols. Après, voilà, la biomasse microbienne n'est pas forcément l'indicateur le mieux connu et le mieux accepté. Enfin, c'est pas le bon terme, mais en gros, c'est pas le plus intuitif en fait pour les acteurs du monde agricole. Donc après, c'est bien aussi justement ces ateliers dans le sens où on a aussi l'aspect sensibilisation, de dire ah oui, en fait, les micro-organismes, ils font quand même beaucoup de choses. Et donc, c'est quand même bien d'en avoir pas mal dans notre sol et d'avoir une forte diversité. Il faut qu'il y ait des questions, mais je vais juste poser, juste parce que justement, un petit peu pour rebondir sur ça, c'est quelles étaient un peu les sorties en fait quand vous avez fait jouer les agriculteurs? Est-ce qu'il y a eu un impact sur leur sensibilisation par rapport à ça? Est-ce que vous avez pu noter, je sais pas, par des questionnaires, choses comme ça, et également par des questions de gestion collective? Est-ce que ça les a plutôt amenés à se poser des questions, se dire peut-être que je peux pas gérer dans mon coin uniquement mon exploitation, mais il va falloir que aussi qu'on travaille de concert si on veut favoriser la qualité des sols? Alors, oui, je pense que pour l'aspect collectif, ça a permis d'améliorer parce qu'en fait, au tout début de l'atelier, on a demandé du coup comment ils voyaient un petit peu leur système agricole, s'ils regardaient un petit peu ce que faisaient les voisins ou pas. Et bon, ils ont l'habitude en fait de voir ce qui se fait au niveau en termes de culture et quand est-ce qu'ont lieu les interventions, même si généralement les fenêtres de temps ou les pratiques agricoles il faut en gros intervenir au champ. Généralement, le jour où les conditions sont bonnes, ils sont tous en train
d'intervenir dans leur champ. Donc, je pense que cet aspect collectif, ça a quand même permis de révéler que finalement, ce n'était pas juste regarder ce que font les autres, mais peut-être aussi d'interagir, de savoir du coup comment ils comptaient gérer telle ou telle espèce. On a eu aussi beaucoup d'échanges, alors pas forcément du coup sur la biomasse microbienne, mais plus sur les maladies liées au colza, colza et moutarde d'ailleurs, qui sont assez semées dans cette région, où il y a énormément de problèmes de gestion, notamment d'insectes. Et donc, voilà, ils ont permis de discuter aussi des leviers qu'ils pouvaient mettre en place pour gérer ces insectes. Donc, voilà, on avait aussi des discussions annexes. Après, au niveau des sorties, du coup, on avait vraiment on était déjà vraiment uniquement focalisé sur les pratiques agricoles, les différents leviers, donc là en l'occurrence, travail du sol qui impacte fortement la biomasse, un petit peu le choix des cultures, mais aussi l'aspect usage de pesticides. Donc on avait des cartes un petit peu plus recentrées sur pesticides, travail du sol, fertilisation et la biomasse. Après, on n'avait pas d'autres indicateurs de la qualité des sols, vu que ça n'était pas simulé dans notre modèle. Je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question. Si, c'est bon. Je vais laisser Franck avec une autre question. Alors, en fait, ma question est un peu dans le même sens. Donc, c'était un peu deux choses. C'est est-ce que dans l'objectif, quelque part, ça a été d'amener un changement des pratiques, ou est-ce que vous aviez, par exemple, un comportement attendu? Tout à l'heure, tu disais que, par exemple, la mauvaise herbe, c'est quelque chose qui n'est pas souhaité, mais peut-être, j'en sais rien, peut-être que pour la mauvaise herbe, elle a aussi un rôle à jouer dans la santé des sols et que finalement, il faut changer carrément les pratiques et arrêter les pesticides et accepter d'avoir aussi les herbes comme ça, quoi. Donc peut-être que pour amener une réflexion plus globale sur la gestion des sols et du coup, c'est souvent en fait quand on fait de la sensibilisation comme ça, c'est parfois avec un objectif de changement de pratique en tête. Donc est-ce que vous aviez cette stratégie-là de faire changer vraiment des pratiques? Et l'autre point, c'est quel dispositif d'évaluation vous avez mis en place pour le jeu pour savoir s'il avait un impact? Vous avez parlé d'un questionnaire en avant, c'est ça? Vous avez fait un avant, un après le jeu, un truc comme ça ou voilà, c'était quoi un peu le dispositif d'évaluation pour savoir l'impact que ça pouvait avoir? Du coup, pour ce qui est de changement des pratiques, donc le but, c'était vraiment de sensibiliser plus à l'aspect les micro-organismes sont quand même nécessaires. Enfin, ce sont de bons bioindicateurs de la qualité des sols, pardon. Et donc, ils répondent en fait aux pratiques agricoles. Donc, vraiment, l'idée, c'était les pratiques agricoles comme levier de gestion pour améliorer la qualité des sols. Je pense que ça a été quand même relativement bien compris, même si en fait, on ne peut pas non plus quantifier avec le groupe d'acteurs qu'on avait s'ils ont réellement mis en place derrière des changements de pratiques ou pas. Mais l'idée, c'était vraiment de comprendre quels sont les leviers pour la gestion, en gros, pour améliorer la qualité des sols. Et aussi l'idée que ce n'est pas qu'une seule pratique agricole qui va venir moduler notre biomasse, c'est l'ensemble de l'itinéraire technique. On peut très bien avoir une pratique, mettons l'arrêt du travail du sol, et finalement avoir le pendant, donc l'utilisation de pesticides qui finalement, donc arrêter le travail du sol va venir augmenter notre biomasse microbienne, mais l'utilisation de pesticides en intensif, notamment d'herbicides, va peut-être provoquer une diminution de la biomasse microbienne. Donc, à voir si les deux s'équilibrent ou pas. Et vu que les deux ne sont pas forcément mis en même place au cours de l'itinéraire technique, voilà, c'était l'une des idées de cet atelier. Et après, au niveau de l'évaluation, on n'avait pas préparé vraiment un questionnaire à proprement parler. C'était surtout donc l'idée d'améliorer la prise en main de l'interface graphique, savoir ce qui était bien, ce qui n'était pas bien.
savoir ce qu'ils souhaitaient voir donc, pour un futur outil d'aide à la décision. Donc cet aspect visualisation graphique, est-ce que c'est bien d'avoir une visualisation, une carte de la biomasse avec une carte des pratiques agricoles, ou est-ce que c'est mieux d'avoir cette courbe d'évolution, ou est-ce que en fait on s'est complètement trompé et ce serait bien d'avoir autre chose. Bon, ce qu'il en est ressorti quand même, c'est que les micro-organismes, c'est pas mal, mais c'est quand même bien de le voir avec d'autres indicateurs autres que les indicateurs microbiens. Donc, je pense qu'il y a vraiment cette idée de... C'est pas trop utilisé parce que forcément, c'est quelque chose qu'on ne voit pas et qui, en plus, est assez coûteux si on veut faire le suivi en long terme. C'est pas gratuit, en fait, de faire les extractions d'ADN. Donc, c'est vrai que c'est un indicateur et pourtant, c'est vraiment le socle, c'est un peu la base du réseau trophique. Donc, voilà, en termes d'évaluation, on n'avait pas... C'était surtout un questionnaire à la fin avec une méthode donc post-it, l'interface graphique, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, la visualisation, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'ils attendraient du coup d'un OAD dans sa version finale. Et donc l'aspect atelier participatif, ce qu'ils avaient aimé, ce qu'ils n'avaient pas aimé, ce qu'ils avaient regretté peut-être de ne pas pouvoir voir. Donc voilà, il n'y avait pas de fiche à proprement parler. C'était vraiment ces 3 parties-là qui étaient discutées et qui nous a donné du coup des résultats. Ok, merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a encore une dernière question ici? Je pense qu'on peut clôturer alors. Merci encore, Laurie, pour la présentation. C'était vraiment hyper intéressant, encore une fois. Merci, c'est gentil. À nous partager les slides, on pourra peut-être les mettre quelque part, si c'est possible. Ça, c'est pas... Oui, je pense que ça ne pose pas de souci. Merci beaucoup, merci à tous. Merci. Et bonne journée à tous, bon appétit. Merci. Merci, bonne après-midi. journée. Merci, au revoir. Au revoir.